Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le live Histoires électroniques, le live électronique. N'oubliez pas que cette émission est rediffusée sur YouTube dans l'onglet en direct. Voilà, vous pouvez retrouver l'émission dans l'onglet en direct de la chaîne et puis aussi en podcast audio si vous voulez l'écouter. Ce sera sur le site histoiresélectroniques.com dans la semaine à venir. Il sera disponible en audio et en podcast. Vous l'avez vu, l'épisode de cette semaine va être consacré à la compilation Artificial Intelligence, sortie sur le label Warp en 1992. C'est un moment clé dans l'histoire de la musique électronique, cette compilation. Hein. Un petit mot pour la compilation sur le label Warp. Hein. Warp, c'est un label fondé par 3 personnes, deux vendeurs de disques. Oui, ils étaient dans une boutique et un producteur, notamment Steve Beckett et Rob Mitchell, qui l'ont fondé, je crois, en 1989 à peu près, et qui est devenu très rapidement l'un des labels indépendants de musique électronique les plus cotés en musique électronique au Royaume-Uni, aux côtés de labels comme Mute, par exemple, ou Ninja Tune. C'est un label qui va faire d'abord ses preuves en lançant très rapidement des maxi 45 tours de blip techno. Voilà, c'est ce qu'on a écouté juste avant, hein, LFO, je sais pas si vous vous rappelez de LFO. Et c'est cette fameuse blip techno qui vient de Sheffield, puisque c'est un label de Sheffield en Angleterre. Une techno qui utilise des blips, voilà, des petits blips sonores. Bon, on parlera de ça plus tard dans une autre vidéo, mais voilà, ils sont déjà bien installés avec des groupes comme Nightmares on Wax, LFO donc. Alors qu'est-ce qui se passe en 1992? Je vous résume un peu la situation. La musique techno est principalement une musique de club, bien évidemment. C'est une musique de clubbers, à l'exception de la musique ambiante qui commence un petit peu à se faire connaître. Mais voilà, il y a des nouveaux artistes qui commencent à émerger, de nouvelles formes d'expression de la techno, notamment avec Aphex Twin, qui lui aussi sort en 91 son premier maxi 45 tours qui s'appelait Analog Bubble Bath. Les productions aussi d'un groupe qui s'appelle The Black Dog, qui va être très réputé aussi à cette époque-là. Bref, il se passe des choses, une techno plus abstraite, plus organique, plus lente aussi parfois. Et justement, le label Warp va décider de faire une compilation pour réunir tous ces nouveaux artistes qui créent cette nouvelle forme de techno. Et cette compilation va s'appeler Artificial Intelligence, donc intelligence artificielle. À l'époque, c'est pas un terme qui est pas du tout à la mode. Hein. Et cette compilation va faire l'effet d'une bombe. Hein. C'est une bombe musicale, c'est un manifeste, cette compilation, un manifeste futuriste qui va unifier et qui va lancer un nouveau mouvement musical et tout un tas d'artistes qui vont se reconnaître sous cette bannière de cette nouvelle techno. Et cette compilation va montrer que la techno, c'est pas que de la musique de club, c'est pas que de la musique pour danser, c'est aussi une musique qui va exprimer des émotions, que les machines peuvent exprimer des émotions, peuvent exprimer des sentiments, et elles peuvent exprimer autant d'émotions que n'importe quelle autre musique, que la techno n'est pas forcément une musique froide et basique, et du coup, on va qualifier cette musique d'intelligent techno, de techno intelligente. On parle aussi d'intelligent dance music, de musique de danse intelligente. Faut croire que la techno est bête par défaut. On va s'écouter le premier extrait de cette compilation, et pas des moindres, parce que pour moi d'ailleurs je pense que c'est mon titre préféré de la compilation. Il se trouve que c'est le premier, donc voilà. Hop, je passe dans mon écran, vous allez pouvoir voir The Dice Man avec Polygon Window. Je suis d'accord avec quelques remarques que je vois passer, c'est extrêmement futuriste comme son, déjà pour l'époque. On est en 92, on est en 1992 et ça sonne totalement futuriste comme son, ça sonne extrêmement moderne, même encore aujourd'hui. Et c'est l'un des morceaux, on va dire, les plus dansants de cet album, qui est censé être un album que l'on écoute chez soi, on va y revenir. Ceux qui savent l'ont dit dans le chat, et oui, évidemment, The Dice Man, c'est un des nombreux alias de Aphex Twin, ou plutôt de Richard D. James, de son vrai nom, plus connu sous le nom d'Aphex Twin. Ici, c'est le titre du morceau, Polygon Window, mais ça deviendra un de ses pseudos, Polygon Window, sous lequel il sortira donc un album qui va s'appeler Surfing on Sign Waters. Il faut savoir que Warp, avec cette compilation,
Artificial Intelligence va lancer tout un tas d'artistes, va couver des artistes et va produire des albums qui vont être sous l'égide de l'appellation Artificial Intelligence. Ça va concerner un album de Richie Hawtin, ça va concerner un album de B12, je crois, c'est ça, si je dis de Speedy G, pardon. Et puis évidemment, la série va se clôturer sous la deuxième compilation Artificial Intelligence 2, qui va sortir elle en 1994. Voilà, donc pendant 2 ans, on va avoir plusieurs comme ça albums et compilations qui vont sortir sous ce nom-là. Aphex Twin à l'époque, il a 17 ans, hein. Le morceau que vous venez d'entendre là, il a 17 ans hein, quand il fait ça quand même. Hein. C'est quand même extrêmement jeune. Des questions qui ont été posées aux artistes. Alors je sais probablement que c'était dans le livret d'origine. Je pense que ces questions ont été posées à l'époque, puisque vu les réponses, c'est forcément des réponses de l'époque. Donc on a effectivement l'origine, l'âge des artistes, et on leur demande pourquoi, pour eux, c'est quoi la musique électronique, quelles sont leurs inspirations. La plupart des artistes qui sont sur cette compilation sont quand même relativement jeunes, à l'exception d'un ou deux, mais ils sont quand même bien établis. Aphex Twin commence déjà largement à être très connu dans le milieu. Il a 17 ans et quand on lui demande pourquoi contribuer à cette compilation, eh bien il répond parce que je veux pouvoir écouter de la musique électronique de qualité pendant plus de 20 minutes. On va passer au deuxième extrait, Musicology, le groupe Musicology, avec le titre Téléphone 529, Téléphone 529. Musicology, ce n'est autre que le duo anglais B12, qui est un groupe très connu aussi à l'époque, qui fait aussi ce genre de musique. On va retrouver sur cette compilation beaucoup d'artistes qui émergent, qui sont là et qui font ce genre de techno un peu organique. Ils sont pas très nombreux d'ailleurs, l'un des auteurs, je crois que c'est Steve Rutter de B12, le dit, il n'y avait pas de scène à proprement parler, on était genre 4 à faire ce genre de son avec notamment Kirk des Giorgio, et c'est pour ça que Warp s'est dit, il y a quelque chose qui se passe, il y a un petit truc, on va essayer de regrouper tous ces artistes sous cette compilation. Cette compilation va casser plusieurs barrières. Elle va d'abord faire une compilation qui est conçue comme un album. Ce qui est extrêmement rare à l'époque en musique électronique. Les artistes ne pensent pas à faire des albums, on pense plus à faire des maxi 45 tours, à faire des disques pour les DJ, pour que ça passe en club. Peu d'artistes de musique électronique s'essayent à un album conceptuel, à faire un concept. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait, évidemment. On a parlé de The Orb, par exemple. À l'époque, si un titre était moins dansant, on le mettait sur la face B d'un maxi 45 tours, mais on n'en faisait pas une compilation. Et ben là, c'est ce que va faire Warp. C'est vraiment aussi quelque chose qui va casser les codes dans le domaine de la musique électronique. C'est un album qui sort justement la musique électronique de ce club, de ces clubs dans lesquels elle est, de ces rave parties de ces clubs, et qui fait rentrer la musique électronique dans les salons, d'où la pochette avec quelqu'un qui écoute, un robot en l'occurrence, qui écoute de la musique chez lui sur son système Hi-Fi et non pas dans un club ou dans une rave party, et ça change tout. C'est une musique faite pour être écoutée et la compilation est vendue comme ça, est vendue pour être écoutée à la maison. Et puis la troisième barrière que ça va casser, eh bien ça va être d'ouvrir la techno aux oreilles des plus réfractaires, notamment la presse rock comme le NME par exemple, le New Musical Express, qui est la bible rock de l'époque, qui est totalement réfractaire à la techno comme nombreuses presses rock. Eh bien cet album va titiller des gens, des gens qui n'ont pas l'habitude et qui vont se dire tiens bah ouais, la techno c'est aussi autre chose. Ça peut être beaucoup plus subtil qu'on peut ne penser, et ça va aussi évidemment lancer une mode, une mode dans le sens, ça va lancer plein d'artistes qui vont se dire moi aussi je veux faire ça, moi aussi ça me parle, et ça va lancer plein de vocations. On va s'écouter d'ailleurs un autre groupe phare de cette époque et un groupe mythique de la techno, c'est le groupe Autechre. Autechre dit aussi la même chose que B12, ils disent dans une interview, on ne savait même pas que d'autres personnes faisaient aussi la même musique que nous jusqu'à ce que cette compilation ne sorte. Pour nous, la musique de club semblait être dans une impasse, et par contre, notre style avait des possibilités infinies. Et on savait, nous, à l'époque, Autechre, qu'on ferait partie de ce mouvement quand il émergerait. Effectivement, Autechre, ça reste aussi un des tops dans ce domaine-là, un groupe top dans ce domaine-là. On va s'écouter le morceau Crystal. Alors c'est comme cristal avec un E, Crystal.
Autechre, c'est un duo anglais. À l'époque, pareil, ils ont 19 et 21 ans, hein, ils sont très très jeunes. C'est un duo qui va marquer aussi l'histoire de la techno et de ce mouvement musical. Ce qui est drôle, Autechre, c'est que dans les interviews, ils disent qu'ils arrêtaient pas d'envoyer des démos au label Warp hein, depuis 2-3 ans, et à chaque fois, ils avaient aucune réponse. Voilà, ils ont envoyé des dizaines et des dizaines de cassettes au label, et ils n'avaient pas de réponse, jusqu'à ce que Mark Bell du groupe LFO, on en a parlé, écoute à un moment donné la démo et disent mais putain, mais ces gars-là, il faut les signer, les gars, là, faut signer ce truc-là. Et il se trouve, comme il dit, qu'ils ont surtout préféré ce morceau, Crystal, qu'on vient d'entendre, et l'un des auteurs d'Autechre dit que c'est étrange parce que parmi tous les morceaux qu'ils ont envoyés, Warp a choisi ce qui pour eux estiment être le morceau où ils sont totalement à nu, le morceau qui représente le plus ce qu'ils aiment faire et ce qu'ils faisaient, et donc ils trouvent ça très intéressant que le label ait choisi ce morceau parmi tout ce qu'ils ont envoyé, qui était peut-être un peu plus conventionnel. Et ben non, ils ont choisi le truc le moins conventionnel et qui ressemble le plus au groupe. Donc là ils se sont dit bah oui, il faut signer, il faut qu'on signe chez eux. Là on va s'écouter un autre morceau, c'est l'artiste IAO sous le pseudo IAO, je vais vous dire qui c'est. Ça s'appelle The Clan, oui, le clan. Alors IAO, c'est l'autre nom de Ken Downey. Quand il est en solo, Ken Downey, c'est tout simplement l'un des 3 fondateurs de Black Dog Production, The Black Dog. Ils ont pareil, hein, The Black Dog, groupe emblématique de la scène techno. Maintenant, The Black Dog, ce n'est que Ken Downey. Ken Downey est tout seul, mais les 2 autres sont partis fonder le groupe Played aussi, que vous connaissez peut-être, qui est aussi un autre groupe de techno un peu comme ça, organique. Et quand on lui demande dans la compilation pourquoi il a contribuer à cette compilation, et bien il dit pour que les gens s'assoient et écoutent. Voilà, même démarche. On va parler un peu de cette pochette. Elle est un peu particulière cette pochette. Voilà, alors là pour les 30 ans de l'album, ils l'ont retranscrit en 3D, mais c'était aussi une pochette en 3D à l'époque. Voilà la pochette d'origine, Artificial Intelligence, c'est écrit en petit en dessous, Electronic Listening Music from Warp, et on y voit une scène réalisée en 3D avec un robot, quelque chose qui ressemble à un androïde qui fume et qui écoute des disques chez lui à la maison. Cette pochette est très importante, elle est très emblématique de cette époque et de cette compilation. Elle a été réalisée par un groupe qui s'appelait les Designers Republic, qui existe toujours, hein, les Designers Republic, qui est un groupe anglais de designers qui sont très connus, qui ont fait énormément de pochettes pour Aphex Twin, pour Warp, pour Artificial Intelligence, qui font aussi du design pour des marques, hein, des grandes marques aussi. Ils voulaient éviter absolument l'aspect science-fiction, les clichés de science-fiction qu'on pouvait trouver dans les pochettes de musique électronique. Vous avez peut-être remarqué quelques petits détails, je vous laisse les découvrir, et pour ceux qui savent, bah ils savent, hein, mais on verra. On verra après. Le but, c'était de montrer via la pochette que c'était vraiment une compilation faite pour être écoutée à la maison. Il fallait vraiment que les gens, quand ils voient la pochette, se disent « Ah ben c'est un truc qu'il faut que je mette dans mon système hi-fi et que j'écoute à la maison ». Phil Wolstenholme, d'ailleurs, qui a réalisé la pochette, le dit, il a réalisé la pochette en 3D hein, à l'époque, avec les outils de l'époque. Quand il a rendu au label Warp sa pochette, il était soulagé que ça ait plu au premier coup. Voilà, et les gens de Warp ont dit bah, « c'est parfait, c'est ce qu'on voulait, c'est exactement ce qu'on voulait », parce qu'il dit quand même que pour calculer le rendu de cette scène, il fallait 12 heures de calcul. Ça paraît idiot aujourd'hui. Aujourd'hui, les logiciels, quand vous faites de la 3D, aujourd'hui, le rendu, il est quasiment instantané. En fait, il n'est pas instantané, mais enfin, quand même, vous avez des moteurs 3D qui vous permettent de faire une scène 3D, de faire de la 3D et de rendre le truc immédiatement. Bah, à l'époque, c'est pas du tout ça. À l'époque, c'est des ordinateurs. Vous créez votre scène en fil de fer, vous désignez votre scène, et après, la machine, elle doit tourner pendant 12 heures pour gérer les reflets, les ombres, etc., etc. Il n'y avait pas les cartes graphiques 3D, il n'y avait pas tout ça, donc c'était très long en calcul, et en l'occurrence il a fallu 12 heures pour faire ce rendu. Allez, on va s'écouter un autre artiste de cette compilation, c'est Speedy G. Et oui, Speedy G, vous connaissez Speedy G, évidemment, le Hollandais Jochem Pap. Speedy G qui à cette époque fait de la techno aussi, hein, c'est lui qui avait fait Pullover, hein, souvenez-vous. Hein. Bah oui, mais il fait pas que la techno bête et méchante, il signe aussi des morceaux d'intelligent techno, notamment ce morceau, The Orbit, ça s'appelle.
Ah, c'est très joli, hein. Ah, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, peut-être avec l'âge, hein, je ne sais pas. Voilà, à cette époque, je vous l'ai dit, vous m'auriez fait écouter ça, j'aurais mis ça à la poubelle direct. Je trouve ça absolument magnifique, une fois de plus, hein, on est en 92, la grande époque des raves, de la techno, le début du hardcore, enfin ça y va, et voilà, des gens se disent non, on va faire une autre forme de techno, on va faire une techno plus travaillée, plus organique, hein, une fois de plus, je me répète, mais c'est vraiment pour vous baigner dans l'esprit de cette année 92. D'ailleurs, tenez, il y a un petit truc rigolo que je voulais vous montrer, qui est la déclaration du boss de Warp, qui est sur la compile. Je vais passer sur le site de Warp, vous allez voir ce qu'il dit à l'époque. On est en 1992. Hein. Il ne faudra pas longtemps avant qu'un artiste puisse faire un album, un film. Bon, c'était l'époque des CDI et des CDO, vous savez, des CD interactifs. Des CD interactifs, un album ou un film depuis sa propre chambre à coucher pour quelques milliers de pounds, qu'il puisse lui-même promotionner son produit jusqu'à des centaines de milliers de personnes directement via les réseaux d'ordinateurs, les réseaux informatiques, et vendre directement son album aux consommateurs. Cela va complètement couper le besoin usuel des majors, enfin ça va complètement disrupter, on va dire, le travail des majors, des compagnies des majors, et ça pourrait mener à des choses vraiment intéressantes. Je vous rappelle qu'on est en 1992. En 1992, c'est la naissance du web. C'est-à-dire le 3W, là, que vous connaissez, les pages web, c'est né en 1992. Internet existe déjà, mais le fait de pouvoir surfer sur un site, de voir des images, de voir des trucs, ça date de 92. Donc Internet, c'est quasiment inexistant. Personne ne sait ce que c'est qu'Internet à part les chercheurs. Et voilà. Et lui, ce type, il dit, bah, vous inquiétez pas, bientôt, on va pouvoir faire de la musique chez soi, tranquillement, dans sa chambre à coucher, et on va pouvoir même vendre et produire sa musique et la mettre sur les réseaux pour que les gens vous l'achètent directement. Voilà. En 1992, le mec a déjà vu ça, c'était sa vision, et ben, c'est la vision de Warp, c'est la vision du futur, voilà, c'est pour ça qu'un label est bon, parce que les mecs qui dirigent le label ont une vision, un truc du futur, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où ils veulent aller, et ils signent de bons artistes, et Warp aussi a été réputé pour encadrer ces artistes, pas juste sortir des maxi 45 tours, c'est juste... Ils ont des artistes, ils font attention à eux, ils produisent des albums, ils essayent de les promouvoir. C'est pas juste on signe un maxi 45 tours pour sortir le tube du moment, quoi. Je vous rappelle que le site histoireselectroniques.com vous permet aussi de financer la chaîne. Vous pouvez vous abonner en donnant un don fixe ou en vous abonnant, ce qui vous donne accès à des exclusivités comme des podcasts, comme le fait de pouvoir écouter cette émission en audio si vous le voulez, chez vous, tranquillement, c'est le moyen, c'est le moment, puisque d'ailleurs on parle de musique à écouter. Vous aurez aussi des playlists, hein, beaucoup de morceaux que je passe dans les lives se retrouvent dans mes playlists ensuite par la suite. Vous avez tous les liens sur le site histoireselectroniques.com. Là, je vous parle de cette compile, c'est parce que non seulement elle est de qualité, mais je vous le dis, cette compile a eu un énorme retentissement, ça se voit déjà de toute façon dans le chat. Vous êtes extrêmement nombreux à connaître cette compile, à l'avoir écoutée, à l'avoir achetée ou l'écouter, parce que voilà, c'est un marqueur dans l'histoire de la techno. Cette compile montre qu'il y a des artistes qui font une autre forme de techno. Pourquoi il y a plein d'artistes? Eh bien parce que, comme dans beaucoup d'histoires de la musique, là on a vu pour Détroit, pour Chicago, eh bien il se trouve qu'il y a plein d'artistes qui au même moment ont eu les mêmes idées, ont fait à peu près les mêmes choses, se retrouvaient plus ou moins au même endroit, à savoir des boutiques de disques, voilà, qui se croisaient, qui s'échangeaient des démos, ils mettaient leurs démos à disposition sur le comptoir. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien en 1992, il y a un fax qui va circuler, je ne sais pas d'où vient ce fax, tout le monde parle de ce fax, mais j'ai pas trouvé l'origine de ce fax, qui dit, eh ben on organise une petite réunion dans un pub avec tous ceux qui sont intéressés par la musique électronique, voilà, et qui veulent s'y retrouver. Et les gens de Warp reçoivent aussi ce fax et se disent on va y aller, et c'est là qu'ils voient qu'il y a des gens qui ont un point commun, qui essayent quelque chose dans les musiques électroniques, et c'est à ce moment-là que les deux fondateurs de Warp se disent on va essayer de réunir ces gens et de lancer une compilation. Voilà, c'était le déclencheur, cette réunion. Il y a d'autres artistes d'ailleurs de cette compile qui parlent aussi de cette fameuse réunion qu'il y a eu en 92 dans un pub, voilà, comme quoi des fois ça part autour d'un verre de bière, et voilà. Allez, on va s'écouter un autre morceau, un morceau qui est le plus long de la compilation, il fait pas loin de 10 minutes, et c'est pas n'importe qui, puisque c'est Richie Hawtin, oui, sous son pseudo Up, alors c'est un pseudo qu'il n'utilisera pas souvent, hein. Il a 21 ans à l'époque, lui aussi est tout jeune, mais déjà, on commence déjà à le connaître, hein. Ah, j'apprécie vraiment ce genre de morceau. Vous sentez, si vous l'écoutez, là moi j'écoute au casque, qu'il y a
Il y a des choses, ça bouge, voilà, ça vit en fait. Il y a quelque chose qui vit dans ce morceau. Bon, je vais pas vous raconter l'histoire de Richie Hawtin maintenant, mais voilà, Richie Hawtin fait aussi partie de ceux qui ont su renouveler la techno avec Carl Craig à Détroit notamment, en inventant une techno plus intelligente, plus abstraite, plus minimaliste en l'occurrence avec Plastic Man. Là, on est sur son pseudo Up. Bon, Up, il l'utilisera pas souvent son pseudo. Ce qu'il utilisera souvent comme pseudo, c'est le pseudo Fuse, F-U-S-E, puisque d'ailleurs, il sortira un album sur le label Warp, un album sous le nom Fuse, dans la lignée d'Artificial Intelligence. Richie Hawtin qui répond dans la compilation à la question pourquoi est-ce que vous avez participé à cette compilation, eh bien il dit je pense que nous avons vraiment besoin d'un changement de direction dans la scène musicale actuelle. Voilà, ben lui aussi il voulait un changement, lui aussi on avait marre de cette techno hardcore. Faut dire qu'à l'époque la techno hardcore commence vraiment à prendre, hein. C'est vraiment le pic de tout ce qui est, voilà, vous l'avez cité, Rotterdam, les grosses raves, le gros son qui commence à arriver, qui commence à faire du bruit. Il faut savoir qu'au début d'ailleurs Steve Beckett, donc l'un des fondateurs de Warp, hein, qui a fait cette compilation, ne était pas sûr que ça marche. Hein. Il a dit, quand on a entendu le résultat, bah, on trouvait que tous les morceaux collaient pas ensemble, étrangement, aussi étrange que ça puisse paraître. Je trouvais ça beau, mais je n'ai pas réalisé ce qui se passait, car j'ai longtemps pensé que notre musique était... j'ai longtemps pensé que notre musique était pas si importante que ça. On le faisait parce qu'on aimait ça, c'est tout. Un autre morceau du groupe Outtaker en français, mais bon, ça se prononce Outtaker en anglais, c'est The Egg, l'œuf. On va revenir sur cette fameuse pochette qui est vraiment magnifique, hein, je vous le dis. Non seulement elle est belle, elle est jolie, mais en plus, tout de suite, elle montre quelque chose. Elle montre ce que va être la compilation. Elle montre que c'est une compilation qu'on va acheter pour écouter chez soi, que c'est une compilation de musique futuriste, de musique artificielle, puisqu'on y voit un robot, ça s'appelle Artificial Intelligence. Donc oui, on va écouter de la techno, mais de la techno à écouter chez soi. Et puis, comme beaucoup l'ont remarqué sur cette compilation, évidemment, on ne pouvait pas ne pas le remarquer, vous y trouvez la pochette du Autobahn de Kraftwerk, ainsi que la pochette de Dark Side of the Moon de Pink Floyd, et une autre pochette ici qui est une autre compilation du label Warp, qu'ils ont sorti un an ou deux avant. Ça fait des références, ça donne des références, se dire, attendez, ce robot, il est en train d'écouter Kraftwerk, Pink Floyd, donc il doit écouter de la bonne musique, il doit écouter un truc qui ressemble à ça. Effectivement, réutiliser des pochettes d'artistes existants, c'était un peu un pari à l'époque, parce que c'était très contentieux, hein, c'était très problématique à l'époque. Peut-être que les artistes auraient pu dire non, mais il est hors de question que vous repreniez mon design, le design de ma pochette. Il dit en plus, on n'a pas quand même piqué les albums les moins connus du monde, hein. Jusqu'à présent, personne ne s'est plaint, voilà, ils n'ont pas reçu de plainte, hein. Le label n'a jamais reçu de plainte ni des Pink Floyd, ni de Kraftwerk. Pour la petite anecdote aussi, alors ça c'est drôle aussi, quand ils ont voulu rééditer l'album, évidemment, il fallait retrouver la pochette d'origine pour la réimprimer, et ben ils n'avaient plus la pochette d'origine, ils n'avaient plus les travaux d'origine parce que c'était fait sur des vieilles machines en 92, des machines qui ne tournent plus aujourd'hui, des logiciels qui ne tournent plus, qui sont complètement désuets, donc ils n'avaient pas moyen de réutiliser la scène 3D telle qu'elle avait été créée à l'époque, et ils ont dû courir, ils ont même lancé une annonce auprès de tout le Warp, de tous ceux qui connaissaient, pour trouver quelqu'un qui aurait une copie parfaite, une très jolie copie de l'album pour pouvoir réutiliser le visuel et pouvoir le rescanner, le réimprimer et le retravailler. Parce que chez Warp, ils en avaient plus, ou du moins ce qu'ils avaient était en mauvais état. Voilà. Justement, la fin de l'album qui va arriver avec un morceau de Alex Patterson, Dr Alex Patterson, alias la moitié du groupe The Orb. Alex Patterson, c'est le plus vieux de la compilation. Bah oui, Alex Patterson, à l'époque, il a déjà au moins 30 ans, je crois. Attendez, je retrouve l'âge exact, je ne dis pas de bêtises.
Il avait 32 ans à l'époque de la compile. The Orb, c'est déjà un groupe bien établi qui a sorti son album d'ambiance l'année d'avant. The Orb, c'est un groupe qui a commencé avec Jimmy Cauty, hein, des KLF. The Orb a été formé par la moitié des KLF et Alex Patterson, qui ensuite s'est allié avec une autre personne. Ce morceau que vous allez écouter a aussi été coécrit par Jimmy Cauty des KLF. Là, on va vraiment être plus dans l'ambiance, hein, sur la fin de le dernier track de cet album. On est vraiment dans l'ambiance. Là, il n'y a plus de rythme, il n'y a plus rien. C'est vraiment du son.